annoncé précédemment, nous recevons donc ce matin notre invité politique de la semaine avec la rédaction et Frédéric Mettezo. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Faut-il rappeler que vous êtes députée des Yvelines, présidente du groupe UMP au Conseil régional d'Île-de-France et que vous avez été entre autres ministre du budget. Alors depuis la semaine dernière, il ne vous aura pas échappé que, autoproclamé, nous sommes donc dans l'an 2 du quinquennat du président de la République François Hollande, une étape que l'opposition n'a pas manqué de dénoncer, un président affaibli par la situation économique, par l'affaire Cahuzac et par des critiques provenant d'ailleurs aussi bien de sa gauche que de sa droite. Et puis on aura d'ailleurs remarqué la vaste campagne d'affichage lancée par l'UMP, le visage de François Hollande, sous la pluie avec en gros caractère le mot échec. Cependant, l'opposition ne traverse pas non plus une très bonne passe. Après s'être déchirée pour la présidence de l'UMP, la campagne des primaires pour les municipales à droite se radicalise, les tensions entre les candidats s'accentuent et il ne semble pas pour l'instant que les électeurs se pressent pour s'inscrire. L'opposition se divise aussi aujourd'hui autour de la position adoptée après la promulgation de la loi sur le mariage pour tous. Les plus radicaux comme Guillaume Pelletier ne veulent rien lâcher et promettent de supprimer la loi dès que possible, et d'autres comme Nathalie Kosciusko-Morizet veulent faire preuve de raison en expliquant qu'il sera de toute façon impossible de démarier ou de désadopter. Sans compter la pression que Brigitte Bardot met sur la primaire à droite pour les élections municipales. Beaucoup de sujets donc à aborder avec vous dans l'actualité. Mariage pour tous, puis la LRU, remise en cause ou non pas par Madame Fioraso, le Grand Paris, l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy et que sais-je encore. Et puis tout de même l'actualité du jour, vous avez remarqué que la commission d'enquête parlementaire donc sur l'action du gouvernement pendant l'affaire du compte suisse de Jérôme Cahuzac commence ce mardi ses auditions pour une vingtaine d'auditions, je crois, d'ici au mois de juillet. Et elle commence par entendre les journalistes de Mediapart et Michel Gonel, l'homme par qui le scandale est arrivé. Qu'attendez-vous, vous, Madame l'ancienne ministre du Budget, de cette commission d'enquête sur l'attitude du gouvernement pendant l'affaire Cahuzac? Valérie Pécresse. J'en attends la vérité. J'en attends la vérité. Qui savait quoi et quand? Et est-ce que François Hollande a vraiment tout fait pour savoir cette vérité sur l'affaire Cahuzac? Est-ce qu'il n'a pas couvert le ministre du Budget le plus longtemps possible? Auquel cas, eh bien évidemment, il y aurait une responsabilité très forte de la part de François Hollande et des membres de son gouvernement. Vous n'êtes pas dans cette commission? Vous n'êtes pas... Non, je ne suis pas dans cette commission, mais en revanche, j'ai participé à la commission des finances qui a interviewé Pierre Moscovici, qui a questionné Pierre Moscovici sur son attitude, et je ne m'explique toujours pas pourquoi le ministère des Finances n'a pas interrogé les banques singapouriennes, alors même que Mediapart disait que l'argent de Jérôme Cahuzac était à Singapour. C'est une question qui reste pendante, c'est une question à laquelle Pierre Moscovici n'a pas répondu et qui laisse penser effectivement qu'il n'y avait pas vraiment une volonté de savoir au gouvernement. L'accusation est portée, précisons-le, par Louis Plenel, effectivement, qui accuse Pierre Moscovici, je le cite entre guillemets, d'avoir instrumentalisé l'administration fiscale pour protéger Jérôme Cahuzac. Mais dites tout de même, Valérie Pécresse, au fond, sans angélisme, on sait très bien que les ministres du budget, de quelque gouvernement que ce soit, sont là pour souvent quand même un petit peu couvrir des agissements financiers pas forcément très catholiques, non? Écoutez, je ne vous permets pas de dire ça, puisque j'ai été moi-même ministre du budget, et je peux vous dire que d'abord, il n'y avait plus, à l'époque où j'étais ministre du budget, de cellules fiscales, c'est-à-dire que toutes ces cellules qui existaient auparavant dans les cabinets des ministres du budget et qui permettaient effectivement de faire du traitement individualisé, comme on disait, des affaires fiscales, avaient été supprimées par François Baroin, mon prédécesseur. J'ai maintenu cette suppression et moi, je ne me suis investi et je ne me suis engagé dans aucune affaire individuelle. Vous êtes dans le Parisien de ce matin, le ministre du budget actuel, Bernard Cazeneuve, revient sur le sort réservé aux contribuables fautifs pour l'évasion fiscale. Et il dit que lui, il remettra entièrement en cause le système, la démarche mise en place par celle d'Éric Woerth en 2009. Il n'y aura pas de bonus aux fraudeurs, pas de fameuses cellules de dégrisement. Mais on ne comprend absolument plus la position du gouvernement. Parce que pourquoi est-ce que Bernard Cazeneuve éprouve le besoin d'aller faire une interview pour parler du retour des exilés fiscaux s'il n'a rien à dire, si c'est le droit commun qui s'applique? En réalité, pourquoi est-ce qu'il parle? C'est parce qu'il y a une rumeur qui court aujourd'hui, selon laquelle le gouvernement, acculé finalement par sa politique de matraquage fiscal, serait en train de tendre la main à tous les exilés fiscaux en leur disant « rapatriez vos capitaux, on sera gentil avec vous ». Donc si ça n'est
pas une amnistie fiscale, ça y ressemble beaucoup. Frédéric Bettezo. Oui, Valérie Pécresse, il y a demain à Bruxelles un sommet des chefs d'État européens sur la fraude fiscale. C'est difficile de s'entendre au niveau européen. En revanche, en France, il y a des propositions de loi au niveau national. Par exemple, celle du député socialiste Yann Gallu. Il propose, c'est très simple, que le procureur de la République puisse initier une enquête fiscale. Parce qu'actuellement, il n'y a que Bercy qui peut initier des poursuites en la matière après une plainte du ministre du Budget. Est-ce que vous voteriez cette proposition de loi? Bref, est-ce qu'il faut faire sauter ce qu'on appelle le verrou de Bercy pour que la justice puisse lancer des poursuites en matière de fraude fiscale? Je comprends que l'affaire Cahuzac, finalement, a traumatisé le pays et a miné la confiance que le pays pouvait avoir dans son administration fiscale. Moi, je ne partage pas cette défiance. L'administration fiscale française est une des meilleures du monde. C'est une administration qui fait son travail. Et elle le fait dans toutes les affaires qui ont été citées par Mediapart. Moi, je suis tenue au secret fiscal. Je ne pourrais pas vous révéler tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai fait quand j'étais au ministre du Budget. Mais je peux vous dire que l'administration fiscale fait très bien son travail. Mais il faut son accord. Non, le seul problème, c'est que nous avons un souci, c'est quand il faut franchir les frontières. C'est-à-dire, en réalité, que cet accord européen dont vous parlez aujourd'hui, il est crucial. Si nous réussissons à mettre, et là-dessus je soutiendrai le gouvernement, si nous réussissons à mettre en place un accord du type FATCA, c'est-à-dire du type dévoilement américain, du type dévoilement des données personnels des contribuables français dès lors qu'ils ont un compte à l'étranger, alors à ce moment-là, l'administration fiscale française pourra travailler. Mais le préalable du verrou de Bercy, on fait sauter ou on fait pas sauter? Mais le verrou de Bercy, c'est pas un verrou. Il y a une commission qui... Sans lui, les procureurs ne peuvent pas lancer les poursuites. Oui, mais il y a une commission qui se réunit et je peux vous dire que cette commission sur les infractions fiscales est une commission qui est d'une extrême sévérité dans ses décisions. D'une extrême sévérité. Et que Mais il faut une commission, ce qui n'est pas le cas pour les autres délits. On ne demande pas son avis à l'administration. Si la question c'est... si, c'est quand même l'administration qui, en général, quand elle constate un fait délictueux, que ce soit l'administration du ministère de l'Intérieur, que ce soit des administrations sociales, quand il y a des abus, par exemple, aux prestations sociales, c'est l'administration qui constate le délit, qui saisit le procureur. Le procureur ne va pas lui-même se saisir des délits. Donc, moi, je ne suis pas hostile à ce qu'on fasse sauter le verrou de cette commission. Non, ça ne me choquerait pas. Comment, cela dit, jugez-vous que finalement, il a fallu que cette régulation, éventuellement, sur la transparence et sur les questions fiscales soit poussée par les États-Unis, qui ont mené un jeu de pression très fort sur certains pays comme la Suisse, le Luxembourg, voire l'Allemagne, et que c'est parce qu'il y a le FATCA américain et que les Américains là-dessus sont tout à fait intraitables qu'il a fallu qu'on s'y mette enfin. C'est pas forcément un reproche que je vous fais à vous, mais simplement à la question française, on va dire, et européenne. Il a fallu qu'il y ait l'affaire Cahuzac et surtout la pression américaine pour qu'au fond, on commence à se dire qu'il va falloir légiférer sur ces questions-là et vraiment acter la transparence. La réponse est très simple. Quand l'Europe est forte et qu'elle parle d'une seule voix, elle est aussi puissante que les États-Unis. Quand l'Europe est divisée, qu'elle ne parle pas d'une seule voix et que d'un côté il y a le Luxembourg, de l'autre il y a la Suisse et de la troisième il y a la France, et bien à ce moment-là, c'est les États-Unis qui font la loi. Et j'ajoute même quelquefois qui permettent d'instaurer des bonnes pratiques, puisque là en l'occurrence c'est grâce à ce rapport de force qu'ont créé les Américains pour avoir le dévoilement des comptes des citoyens américains à l'étranger, qu'on va pouvoir faire avancer l'Europe. Et demain, elle sera comment cette Europe, justement? Sommet des chefs d'État sur la fraude fiscale. Elle sera forte ou elle va être vasouilleuse? Moi, je formule le souhait qu'elle soit très forte. Je formule le souhait que tous les pays qui, en Europe, continuaient jusqu'à présent de s'attacher à leur secret fiscal, comprennent qu'aujourd'hui, il y a un mouvement irréversible vers la transparence et que ce mouvement doit en tout cas passer par l'Europe. La question de la transparence, et pour revenir un instant sur l'affaire Cahuzac, j'ai noté que vous disiez qu'il y avait au fond eu un vrai traumatisme dans l'opinion suite à l'affaire Cahuzac. Est-ce que vous ne pensez pas que ce traumatisme, il n'est pas sans doute totalement évaporé dans la mesure où peut-être qu'au fond, beaucoup de gens savaient, mais pas seulement à gauche, mais aussi à droite, vu la transversalité des relations que Jérôme Cahuzac avait avec un ancien ou membre du GUD ou du FN pour s'occuper de ses comptes. Nous n'avons aucune relation avec les anciens du GUD. Non, mais je ne me permets pas de faire un amalgame avec la droite. Je ne fais aucun amalgame. Il y a une transversalité de la vie politique de Jérôme Cahuzac qui peut laisser penser que beaucoup de gens savaient à droite comme à gauche. C'est même au fond sa sympathie pour Éric Woerth qui a alerté, qui a fait gratter le nez du journaliste de Mediapart dans l'affaire pour ensuite enquêter sur Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous ne pensez pas que tout de même il y risque d'y avoir plus qu'un nouveau séisme ?
Moi, je ne le crois absolument pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'avais aucune information sur d'éventuels comptes en Suisse de Jérôme Cahuzac. Et rappelez-vous que Jérôme Cahuzac n'était pas le candidat de Nicolas Sarkozy à la présidence de la Commission des finances, qu'il a été élu finalement, j'allais dire, par la gauche et contre la volonté du gouvernement de l'époque. Enfin, longtemps loué à droite quand même aussi, pour ses capacités de sérieux, d'ouverture d'esprit et de donner à l'opposition le fait de pouvoir tenir cette commission, tout de même, qui est un poste extrêmement important à l'Assemblée nationale. Mais sans doute par des gens qui l'imaginaient totalement intègre. Vous disiez au fond que quand l'Europe est divisée, elle fait dicter sa loi par les États-Unis. Dites, l'UMP n'est pas très réunie non plus, plutôt divisée. Est-ce que vous pensez tout de même que c'est la question du mariage pour tous qui vampirise en ce moment le débat à droite et à l'UMP, Valérie Pécresse? Mais d'une manière générale, moi, depuis le début, je dis et je répète que sur les sujets de société, nous devons laisser la liberté de conscience. Il peut y avoir une position du parti majoritaire, mais il doit y avoir la liberté de conscience. Ça a été le cas pour l'avortement, ça doit être le cas pour le mariage homosexuel. L'UMP, elle va de Franck Riester à Hervé Mariton et elle inclut toutes les sensibilités. C'est un sujet de société, c'est un sujet en conscience, c'est un sujet sur lequel, je vous le rappelle, l'UMP a laissé la liberté de vote à ses membres, ce qui n'était pas le cas au Parti socialiste. Et après, une fois qu'une loi est votée, et que c'est une loi de la République, et c'est toujours de l'ordre de la liberté de conscience d'un maire de ne pas marier deux hommes ou deux femmes? Ah non, moi je ne crois pas. Moi je suis une républicaine. Moi je suis absolument contre la désobéissance civile. Quand j'étais ministre de la Recherche, je me suis battue, à l'époque c'était Noël Mamère, c'était les faucheurs d'OGM, je me suis battue contre tous ceux qui considèrent qu'ils sont au-dessus des lois parce qu'il y aurait des contingences qui font que on a le droit de faire ce qu'on veut dans la République. Non, ça n'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai été contre cette loi, je l'ai combattue pour un certain nombre de raisons. Aujourd'hui, elle est votée, elle est validée par le Conseil constitutionnel. Je suis contre tous les appels à la désobéissance civile qui pourraient être formulés parce que c'est la loi de la République et dans la République, on respecte la loi. Mais enfin, Guillaume Pelletier dit qu'il faudra supprimer la loi. C'était hier sur RTL. Mais là, il est bien à l'UMP. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Guillaume Pelletier nous parle de ce qu'il ferait, lui, en 2017, s'il revenait au pouvoir. Moi, je vais vous dire mon sentiment, mais c'est mon sentiment. Je pense qu'il faut être totalement lucide. François Hollande a joué la crispation. Il a refusé la main tendue par l'opposition. Il a refusé d'essayer de trouver une solution qui aurait fait consensus. Cette solution qui aurait fait consensus, c'était l'union civile. La droite avait fait des gestes. Elle était prête à avancer sur ce sujet de l'union civile. François Hollande a préféré crisper, il a préféré cliver, il a préféré diviser la société française. Aujourd'hui, la loi, elle est promulguée, elle est validée. Et soyons lucides, on ne pourra pas revenir sur le mariage et l'adoption en 2017. Donc vous êtes sur la base Kosciusko-Morizet? Non, je suis sur la base Valérie Pécresse, vous me permettrez, excusez-moi de vous le dire. Non, mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on est en conscience. Personne n'est lié par la position de personne d'autre. Ce que je vous dis, moi, c'est qu'en 2017, en revanche, il faudra lancer des grands états généraux de la famille, parce que le gouvernement ne se contente pas aujourd'hui de faire adopter le mariage homosexuel. Il parle aussi d'ouvrir la procréation médicalement assistée, il parle aussi d'ouvrir la gestation pour autrui de temps en temps. Enfin, certains, en tout cas, des membres de l'opposition. C'était pas dans le projet de loi qui a été voté. Non, mais alors moi, je vais vous dire, je me mobilise contre ce qui pourrait être l'étape 2 du projet du gouvernement. Parce que sur ce sujet-là, François Hollande a été d'une ambiguïté absolue. Et on ne sait toujours pas très bien ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc, mobilisation contre une étape 2 qui conduirait... moi, je peux parler des mères porteuses, mais j'aurais des tas de choses à dire. Je pense que tout cela est contraire à la dignité de la personne. Donc là-dessus, il y a une étape 2. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est qu'il y a une attaque contre un certain nombre des piliers de la politique familiale, que ce soit le quotient familial, que ce soit le congé parental. Donc ça justifiera qu'en 2017, nous fassions des états généraux de la famille, que nous fassions une grande loi sur la famille. Valérie Pécresse, invitée. Bonjour Brice, c'est l'heure de votre chronique. Bonjour Marc. L'opposition reproche souvent à l'actuelle majorité d'être arrivée au pouvoir dans l'impréparation, sur la base de la seule dénonciation de ce qui l'avait précédé. Ainsi, le nouveau pouvoir socialiste n'aurait de cesse de défaire ce qui a été tenté, d'abroger les quelques réformes passées par l'équipe précédente afin d'incarner à son tour la rupture. Mais on peut également soutenir qu'il lui est choix de faire le bilan de ces réformes, d'en évaluer les effets et de rectifier les dysfonctionnements constatés. Qu'en est-il dans le domaine où vous avez laissé votre empreinte, l'éducation supérieure et la recherche ?
L'Assemblée nationale entamera demain l'examen du projet de loi présenté par votre successeur à la tête de ce ministère. S'agit-il d'une remise en cause des principes qui avaient sous-tendu la loi LRU, liberté et responsabilité des universités, que vous aviez présenté vous-même en 2007 ? Qu'auriez-vous fait vous-même si vous aviez été ministre du secteur concerné ? La future loi Fioraso est-elle de nature à permettre à nos universités de mieux tenir leur rang dans un monde où les étudiants se comportent de plus en plus en clients, optant pour le meilleur rapport qualité-prix dans un univers concurrentiel? Alors, prenons, si vous le voulez bien, les principaux défis auxquels nos universités doivent faire face. Il y a d'abord le problème du nombre de ces universités, environ 80. Sans doute, trop d'universités ont-elles été créées à seule fin de satisfaire des élus locaux, bien en cours auprès du gouvernement de l'époque. La ministre Fioraso n'esquive pas ce problème et semble considérer qu'il convient de créer des regroupements afin d'aboutir à une trentaine en tout. La nouvelle loi semble tourner le dos par contre à vos concepts de pôles d'excellence bien dotés et mis en situation de soutenir la concurrence européenne. Premier point, qu'en pensez-vous ? Dans une tribune parue dans Le Monde le mois dernier, deux sommités de l'enseignement de l'économie, François Bourguignon et Philippe Alguillon, demandent que la France s'inspire du modèle d'émulation et de concurrence que pratiquent entre elles les grandes universités américaines comme Harvard et le MIT. La gauche avait reproché à votre réforme d'aller au-delà de l'autonomie vers ce type de concurrence. Mais certains syndicats font aujourd'hui le même reproche à Geneviève Fioraso. Le tout nouveau Conseil stratégique de la recherche qu'elle a créé sera-t-il l'instrument d'une reprise en main de la stratégie des universités par le ministère ? Autre problème, la gouvernance des universités, telle qu'elle a été organisée par la loi LRU, n'a pas donné pleine satisfaction. Les présidents se sont vus confier soudain des responsabilités de gestion qu'ils n'étaient sans doute pas à même d'exercer tous. La loi Fioraso crée une nouvelle structure, le Conseil académique, compétent en matière pédagogique. Il est manifestement destiné à équilibrer les pouvoirs du président, mais il est probable qu'il sera aussi en concurrence avec le conseil d'administration des universités. N'était-il pas souhaitable d'organiser à la tête de nos universités un meilleur équilibre des pouvoirs ? Enfin, rappelons que l'objectif principal de notre enseignement supérieur est d'équiper les étudiants de compétences qui leur permettront de trouver leur place sur un marché du travail difficile. Le projet de loi qui sera en discussion dès demain fait de l'alternance études-formation professionnelle une priorité. Il affiche en ce domaine un objectif ambitieux qui est de doubler le nombre des étudiants en alternance. C'est le modèle qui a si bien réussi à l'Allemagne. Auriez-vous procédé différemment ? Voilà, la chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. La réponse et la parole est à vous, Valérie Pécresse. Oh là là, il y a tellement de questions que je ne sais pas par quoi commencer. Moi, je trouve la loi qui va être présentée au Parlement décevante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que la loi autonomie était un socle sur lequel il fallait construire, mais sur lequel il fallait aller ensuite plus loin. Et la loi Fioraso, elle détricote un certain nombre de choses. C'est une loi qui est multiforme et on n'en voit pas bien la direction. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec cette loi, il y ait moins d'ouverture des universités sur le monde extérieur. On voit bien que les conseils d'administration vont se peupler de représentants des universitaires, des personnels et des étudiants supplémentaires. Donc, il y a un repli sur soi des établissements universitaires alors qu'il aurait fallu plus d'ouverture. Moi, je proposerais par amendement qu'on aille vers ce qui devrait être, à mon sens, la norme en France, c'est-à-dire 50% des membres du conseil d'administration extérieurs à l'université. Quand je dis extérieur, ça veut dire quoi ? Représentants du monde économique pour parler d'insertion professionnelle, mais aussi grands chercheurs universitaires, français et étrangers. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une université, elle n'appartient pas à ses membres, elle appartient à la nation tout entière. Et c'est justement en ayant un regard extérieur sur le fonctionnement de l'université qu'on permettra au président de présenter des vrais projets, d'être stratège, d'être manager, mais surtout de se confronter au regard du monde. Et c'est ça qui est important, c'est l'ouverture, plus d'évaluation. Moi, je ne comprends pas pourquoi on supprime l'agence indépendante d'évaluation que nous avons mise en place. Si son fonctionnement n'est pas satisfaisant, qu'on le corrige, qu'on ne supprime pas une agence d'évaluation indépendante au risque de se faire accuser de ne pas vouloir faire évaluer et simplifier l'évaluation des universités. Et enfin, sur la réussite des étudiants, le plan Réussir en licence a produit un certain nombre de résultats, mais pas assez. Il faut aller vers plus, me semble-t-il, d'orientation sélective et donner aux universités autonomes le pouvoir de dire aux étudiants qu'elles accueillent dans quelle filière
filière ils sont en mesure de réussir. Ça s'appelle dire à tous les bacheliers, vous avez une place dans l'université, mais pas dans n'importe quelle filière. C'est la seule façon pour les faire vraiment réussir aujourd'hui. Mais enfin, de fait, votre loi n'est pas entièrement défaite. Elle est, au fond, ce qui est plutôt remis en cause, c'est ce qui avait été fait avant vous, sous le gouvernement de Dominique de Villepin, avec Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale, sur les presses. Mais votre LRU n'est pas tellement remise en cause par ce que fait le gouvernement actuel. Non, mais attendez, les presses, c'était quoi? C'était l'idée justement qu'on ne pouvait plus avoir 80 universités en France, mais qu'il fallait avoir une vingtaine de grands pôles. Ils sont remplacés par des communautés. Oui, la différence entre les communautés d'universités et les presses est quand même flagrante. Les presses étaient fondées sur la volonté de travailler ensemble, la volonté de se réunir et de faire un projet commun. Et il y avait une souplesse totale dans le mode de fonctionnement du presse, c'est-à-dire qu'on pouvait fusionner les universités, on pouvait décider de se transformer en grand établissement, ce qui s'est passé en Lorraine. Chacun avait son projet. Et là, aujourd'hui, on nous parle des communautés, donc on veut mettre tout le monde sous la même toise, ça ressemble un peu aux communautés de communes. C'est une démarche, bureaucratique, technocratique, et à mon avis, qui ne correspond pas à l'esprit de l'université française. C'est une usine à gaz. Alors, Caroline Fourest. Oui, juste un exemple concret, parce qu'on comprend bien quand on parle d'ouvrir les portes de l'université au monde de l'entreprise que ça peut avoir de très pragmatique pour favoriser l'insertion professionnelle, mais il y a aussi un autre aspect, un revers de la médaille, c'est la fragilité de ces universités au monde de l'argent, et y compris à des États étrangers. Et je voudrais juste vous donner l'exemple de l'université d'Oxford, où il y a des chaires universitaires entièrement financées par le Qatar, parce qu'aujourd'hui, les États étrangers qui ont les moyens d'investir dans des universités d'autres pays pour y mettre des professeurs à leurs mains, c'est plutôt des États comme le Qatar. Est-ce que ça, c'est pas un risque qui n'a peut-être pas été pris en compte dans cette ouverture? Mais on peut avoir peur de tout, et donc du coup se fermer à tout, parce qu'il y a des risques. La vie, c'est des risqués. Et effectivement, il ne faut absolument pas laisser un certain nombre de personnes avoir la main mise sur l'université française. Mais excusez-moi de vous dire, Caroline Fourest, et vous le savez sans doute aussi bien que moi, vous qui défendez la théorie du genre, c'est dans l'université américaine, anglo-saxonne, que cette théorie est née. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la pensée libre dans le monde anglo-saxon, elle est dans l'université. Ça veut dire que l'argent privé qui va abonder des fondations comme celle de Harvard ou comme celle du MIT ou comme celle d'Oxford, cet argent privé, eh bien, des universitaires puissants en feront, avec une communauté académique qui sera elle aussi puissante, en fera des études très originales et une pensée très originale. La pensée anti-George Bush, elle est née dans les universités américaines, et pourtant, ils étaient financés massivement par un certain nombre de grands groupes américains privés. Donc, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des structures qui garantissent la liberté et l'indépendance de pensée de l'université, mais je crois qu'il faut arrêter d'avoir des tabous sur l'argent privé. Tout euro disponible dans la société française aujourd'hui, ou dans le monde aujourd'hui, doit s'investir dans le savoir et la formation de nos enfants. Et il faut évidemment que le conseil d'administration soit en mesure de refuser de créer un certain nombre de chaires dont il ne maîtriserait pas le contenu. Mais ça suppose un conseil d'administration fort. La tentation sera grande. Mais pas du tout, Mais attendez, essayons déjà d'avoir des fondations universitaires avec tous les grands groupes privés français qui financent l'université. Commençons déjà par ça, ce sera un premier pas, et n'ayons pas peur du lendemain, du surlendemain, du surlendemain. Essayons tout de même peut-être aussi d'aider les chercheurs qui décidément, et les jeunes chercheurs qui décidément n'en peuvent mais. 4 étudiants en thèse sur 10 en France ne bénéficient pas d'allocation de thèse ou de contrat doctoral en première année de thèse, source Le Figaro, ce qui empêche certains étudiants notamment de se lancer dans la recherche. C'est quand même absolument terrible que dans les politiques publiques, depuis que les uns et les autres, à gauche comme à droite, dénoncent cet état de fait, qu'on n'arrive pas tout de même à mieux investir sur ces jeunes chercheurs. 4 étudiants sur 10 en thèse. Vous savez que j'ai fait une réforme qui à l'époque a été totalement conspuée, qui était en 2009, le contrat doctoral. Oui. Et l'idée c'était quoi? C'était de dire les docteurs ne sont pas des éternels étudiants. Il faut changer de regard sur le doctorat. Le doctorat, c'est une expérience professionnelle autant qu'un diplôme. C'est une expérience professionnelle par la recherche, donc il faut un contrat de travail. Et si on donne un contrat de travail aux doctorants, c'est très important, ça leur permet de valoriser dans le monde professionnel leur expérience. Alors, Madame Fourest va me dire, ils peuvent se faire racheter par des grands groupes privés. C'est un risque. Mais en même temps, le groupe privé n'est pas propriétaire de leur jus de crâne, de leur pensée et de la qualité de leur thèse. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut aller davantage
vers la reconnaissance du doctorat en tant que diplôme dans le monde professionnel, et que ça passera effectivement par, j'allais dire, un certain nombre de conventions collectives. Parce que jusqu'à présent, on voit des étudiants qui lancent des levées de fonds. Exemple, à Strasbourg, une étudiante qui fait une thèse sur le français et la francophonie en Moldavie, qui a financé sa thèse en appelant aux dons sur Internet. Eh bien, le crowdfunding, comme on dit en bon français, c'est-à-dire effectivement la levée de fonds sur Internet, est un très bon moyen pour aujourd'hui pouvoir financer des projets innovants. Alors dites-moi, vous faites l'anglais à l'université j'espère qu'on Libération est pour. Mais je vais vous dire, j'espère que le débat sur l'université du 21e siècle... Let's do it. Écoutez, je suis contente. D'abord, on a vous offre la Libération du jour, d'ailleurs. Merci, si mais je l'ai déjà lu. Je confesse. Non, mais alors, c'est gros débat. Bernard Pivot dit c'est la fin du français, c'est fini, on abdique, et les autres disent. Mais on n'a pas attendu François Hollande pour mettre de l'anglais à l'université. Arrêtons les combats d'arrière-garde. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est qu'il faut que tous les étudiants qu'on accueille en France, on leur donne des cours de français en même temps. Voilà ce qu'il faut. Mais en revanche, il faut évidemment qu'on permette aux meilleurs chercheurs de venir en France. Les meilleurs sinon, ils viennent pas vraiment. Mais non, mais c'est pas ça. Mais sinon, ça a un coût considérable. Il faut mettre des salles de traduction simultanée. Alors vous me direz, il y en a dans certaines universités, mais c'est beaucoup plus fluide si on accepte de se dire que l'anglais n'est pas une langue étrangère, c'est un véhicule de communication, que les étudiants étrangers qu'on accueille en France, il faut leur apprendre le français, et bien entendu, mais soyons clairs, le français sera fort si la France est forte. La France sera forte si les universités sont fortes, et les universités sont fortes si elles accueillent les meilleurs étudiants et les meilleurs chercheurs du monde entier. Bruce Taylor. Oui, il sera difficile de faire venir les Coréens en leur parlant français. Avec du français. Mais bien sûr. Je voudrais revenir sur... Parce qu'on a l'impression de dire ici autour de cette table qu'il n'y a pas grande différence en réalité entre la réforme Pécresse et la réforme Fioraso. Je vais essayer de montrer que peut-être, que peut-être qu'il y a une philosophie de droite, une philosophie de gauche. S'il n'y a pas de différence, qu'on ne fasse pas la loi, parce que ça détricote la moitié de ce que j'ai fait, donc autant ne pas la faire. On est tous d'accord pour dire qu'il y a trop d'universités en France et que beaucoup d'entre elles ont été créées pour faire plaisir aux élus locaux. On est tous donc, enfin, non, mais autour de cette table. Il y a aussi les démembrements de mai 68, parce qu'à Bordeaux, 4 universités à Bordeaux, c'est en fait les sciences humaines qui n'ont pas voulu aller avec le droit, qui n'ont pas voulu aller avec la médecine, qui n'ont pas voulu aller avec les sciences. Donc c'est ça aussi, c'est les conséquences de mai 68 sur l'université. Mais il y a une différence entre vouloir regrouper les universités comme le fera la loi Fioraso si elle est adoptée, ce qui est probable, et la mise en concurrence autour de pôles d'excellence. Parce que les pôles d'excellence, ça supposait l'idée qu'effectivement on allait concentrer des moyens financiers et pédagogiques sur un certain nombre d'universités dont on espérait faire donc les émules des grandes universités anglo-saxonnes, parce qu'il faut bien regarder quand on voit les classements internationaux de Shanghai et autres, on voit qu'on est totalement largué et que pour l'instant, pratiquement, on n'a que 2 ou 3 grandes écoles qui tiennent encore la route. Donc, concentrer les moyens, ça voulait dire peut-être aussi, Madame Pécresse, ça voulait dire peut-être aussi au détriment de quelques autres dont on estimait qu'elles ne méritaient pas de devenir des vecteurs d'excellence. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est une pensée de droite. Je sais qu'effectivement, à gauche, il y a un mot qui gêne dans la politique universitaire que j'ai menée, c'est le mot excellence. Alors, je vais vous dire, si vous me demandez qu'on concourt pour le prix de la médiocrité, vous le ferez sans moi. Moi, mon objectif n'est pas d'avoir des universités médiocres. Mon objectif, c'est d'avoir des universités excellentes. Et le principe des initiatives d'excellence que nous avions mises en place, c'était que tous les 5 ans, on pouvait repasser la sélection. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on pouvait... quand on n'a pas bénéficié des moyens qui étaient réservés aux presses, peut-être qu'on n'a aucune chance. Oui, mais d'abord... Une disparité des moyens quand même pour y arriver à cette excellence. Je voudrais arriver sur cette notion de concurrence, parce que je sais que dans la pensée, dans la bien-pensance, la concurrence n'existe pas et personne n'est en concurrence avec personne. Est-ce que vous pensez vous-même qu'il devait avoir des enfants en âge d'être étudiants? Est-ce que quand vous les avez orientés dans leurs études supérieures, vous n'avez pas pris le panel des universités, l'étudiant du mois, pour voir quelles étaient les meilleures universités de France dans telle ou telle matière? La concurrence, elle est substantielle au monde de l'éducation parce que chaque parent veut avoir la meilleure formation pour ses enfants. Alors, où on décide que effectivement on ne joue pas dans la cour des grands et à ce moment-là, on saupoudre les moyens sur tout le monde et on se dit, voilà, tout le monde a sa chance, ou on décide de jouer dans la cour internationale et à ce moment-là, on va avec les moyens dans la concurrence internationale. Mais ça ne veut pas dire de ne pas aider ceux qui sont en difficulté. Moi, je suis d'accord pour aider les universités en difficulté. J'ai augmenté les moyens de toutes les universités, y compris Paris 13, Villetaneuse, y compris La Rochelle. Mais simplement, voilà, si on veut jouer dans la cour des grands, ce sera avec Saclay, ce sera avec Bordeaux, ce sera avec Aix-Marseille, ce sera avec Strasbourg, ce ne sera pas avec des universités qui sont des universités beaucoup moins puissantes. Frédéric Mettezo. Oui, excusez-moi, une petite question très basique, Madame Pécresse. Sur quels critères on dit qu'une université est la meilleure, est excellente ou au contraire n'est pas au niveau de la compétition internationale? Comment on dit? Mais on n'est pas complètement débile. On demande... Non, ça, j'avais aucun doute sur ça. Non, mais on met en
en place des jurys internationaux. Quelle forme ? Internationaux. Je dis internationaux, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on arrête de classement de s'auto-évaluer Shanghai, nous-mêmes, vous voyez ? Oui. Non, un jury international avec des prix Nobel, des grands présidents d'université, et on leur dit, voilà, les universités viennent avec des projets. Il y a eu un grand projet sur Saclay, mais il y a eu des grands projets qui ont mobilisé Toulouse, qui ont mobilisé Aix-Marseille, qui ont mobilisé toutes les universités, tous les grands pôles universitaires de France. Ils viennent avec des grands projets. Ça leur permet d'avoir les moyens aussi pour faire leur unité. Parce qu'on parle de communauté d'université. Si c'est uniquement mettre en commun des clopinettes, vous comprenez bien que c'est pas ils ont fait extraordinairement... parler beaucoup au départ. Aujourd'hui, c'est un peu en sommeil quand même. Saclay, on ne sait pas bien ce qui s'y passe. C'est parce que le gouvernement n'assume pas et ne porte pas une politique avec une stratégie d'excellence. À partir du moment où on ne la porte pas, cette stratégie d'excellence, à ce moment-là, on n'y met pas la volonté politique et l'autorité politique nécessaire au rassemblement. Vous savez bien qu'à Saclay, il y a les grandes écoles, il y a les universités qui se regardent en chien de faïence. Il faut une volonté politique de faire pour réussir à les faire travailler ensemble. Je ne vous parle pas des grands organismes de recherche qui, évidemment, défendent aussi leur précaré. Si on ne leur dit pas de travailler avec les universités, ils ne le feront pas. Donc il faut beaucoup de volonté et il faut savoir vers quoi on veut aller. Moi, je veux aller vers le modèle mondial. Le modèle mondial, c'est des grandes universités puissantes. Alors, c'est vrai que ça a fait hurler le CNRS. Moi, je ne veux pas mettre en cause le CNRS, mais je veux que les étudiants soient en contact avec les meilleurs chercheurs. Je veux que l'université se nourrisse de la recherche. Je ne veux pas séparer le monde de la recherche du monde universitaire. Autre sujet, autre thème, le Grand Paris, Frédéric Mettezo. Oui, et avant de parler du Grand Paris, précisons que Geneviève Fioraso sera l'invitée de France Culture demain à 12h30. Oui, Valérie Pécresse, à propos du Grand Paris, vous demandiez le 6 mars dernier que le super métro francilien, qui devait faire le tour de Paris, voit bien le jour en 2025. C'est 10 milliards d'euros. Vous estimez que le gouvernement a tronçonné... 24 en vérité, au total. 10 milliards d'euros de dépassement donc 24 milliards. 24. Vous suggériez, pour financer donc ces 24 milliards, je m'étais trompé dans mes sources, de prendre de l'argent sur le livret A qui est censé financer le logement social. Ne caricaturez pas, j'ai essayé de mobiliser... Une partie. Non, j'ai essayé de mobiliser toutes les ressources qui aujourd'hui ne sont pas utilisées. Pas des ressources qui pourraient servir au logement social, des ressources qui sont aujourd'hui sur les comptes de l'État, sur les comptes du Trésor et qui ne sont pas utilisées, puisque vous savez que les chiffres du logement malheureusement sont catastrophiques cette année, qu'on va construire 300 000 logements et donc on a de l'argent qui dort. Donc moi ce que j'ai proposé, c'est qu'on lance vraiment la dynamique de ce super métro. Pourquoi ? Mais c'est simple, parce que c'est la croissance de la France demain. On est en Île-de-France, une région totalement thrombosée. Les gens ne peuvent plus vivre et ne peuvent plus travailler. D'ailleurs, si vous regardez toutes les enquêtes, les Franciliens veulent partir en province. Donc si vous voulez demain que l'Île-de-France soit un pôle de rayonnement qui tire toute la France, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Saclay, on pourrait parler de Roissy, on pourrait parler... C'est tout de même pas un peu parisiano-centré, 24 milliards pour l'Île-de-France ? Mais c'est tout sauf parisiano-centré, c'est banlieusardo-centré, pardon, mais les Parisiens, ils ont le métro, eux, ils sont protégés, ils sont à l'intérieur de leur périphérique, ils veulent mettre en plus, pour certains, des péages à l'entrée pour être sûr que les banlieusards ne puissent pas circuler. Non, il faut qu'on fasse le tour de Paris, il faut aussi qu'on accueille les investisseurs étrangers à Roissy et à Orly. Le tour de Paris. Voilà, non, mais il faut qu'on puisse accueillir les étrangers à Roissy et à Orly avec des infrastructures dignes du rayonnement de la France. Vous comprenez bien que quand on arrive à Roissy, qu'on doit prendre le RER B, eh bien, on se dit, mon Dieu, dans quel pays est-ce que je suis ? Et évidemment, tous les grands pays mettent au port des aéroports des infrastructures de transport hyper modernes qui sont finalement les vitrines, j'allais dire, technologiques d'un pays. Donc nous devons faire cela et ce ne sera pas de l'argent pour l'Île-de-France, c'est de l'argent pour la France entière. Parce que combien d'entreprises de la France entière ont des sièges sociaux à Paris ? J'ajoute qu'il y a quelque chose de magique. Un habitant sur 5 en France est francilien. Oui, mais au-delà de ça, le Grand Paris prévoit l'interconnexion TGV de toute la Grande Couronne, ce qui permettra de prendre les TGV, c'est déjà le cas, mais beaucoup plus à Massy, à Marne-la-Vallée, à Melun, et ça permettra du coup de faire une beaucoup plus grande liaison Paris-Provence. Ça permettra le télétravail, ça permettra d'avoir des sièges sociaux qui soient délocalisés, tout ce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Est-ce que le Grand Paris ne doit pas être, au-delà de projets extrêmement concrets et novateurs dont vous parlez, une refonte politique ?
Au XIXe siècle, Paris s'est agrandi en annexant des villages qui s'appelaient Clignancourt, Belleville, Vaugirard. Est-ce qu'aujourd'hui, Paris ne doit pas avoir un 22e, un 23e arrondissement qui serait Saint-Denis, Levallois, Boulogne? Bref, avoir une capitale à dimension européenne comme le Grand Berlin, comme le Grand Londres, et arrêter d'être chacun dans sa chacunière. Il y a le 21e avec Deauville déjà. Alors, je vais vous dire, moi je suis totalement... c'est pas exactement ça. Mon projet n'est pas exactement celui-là. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est le Grand Paris en tant qu'institution politique. Alors là, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui veulent rajouter une couche du millefeuille, c'est le gouvernement, créer Paris Métropole, en plus de Paris, en plus des communautés de communes, en plus des départements et en plus de la région. Moi, je dis, on arrête tout, ça va être des impôts supplémentaires, ça va être de l'administration supplémentaire, on va recréer une usine à gaz. Il ne faut pas, je vais mobiliser contre ce projet gouvernemental qui arrive au Sénat le 30 mai. En revanche, qu'est-ce que je propose? Moi, je propose qu'on acte le fait régional. Je pense que dans tous les grands pays, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, mais même des pays fédéraux, les régions jouent un rôle primordial en termes d'aménagement. Alors je sais qu'aujourd'hui on a une vision de la région Île-de-France qui est un guichet de subvention pour les associations et les communes. Et bien pour moi la région Île-de-France c'est complètement autre chose. C'est un aménageur, c'est lui qui fera les transports, c'est lui qui décidera comment on organise le logement et le télétravail. C'est lui aussi, c'est la région qui pourrait vraiment organiser la santé, tous les grands investissements de formation d'emploi, ça devrait être la région et c'est elle le Grand Paris. Voilà, et donc on dit que le Grand Paris, le vrai Grand Paris serait... Parce que certains habitent dans la Grande Couronne et viennent travailler à Paris, parce que certains habitent Paris et vont travailler dans la Grande Couronne, parce qu'il m'a avoué qu'il habitait dans les îles. Et qu'il arrive souvent en retard à cause de ça. Parce que les trains sont supprimés une fois sur deux. Alors, 8h39, les matins de France Culture, invité Valérie Pécresse, le tour des questions d'actualité. Caroline Forest. Oui, j'allais dire, en parlant des Yvelines, mais vous allez voir, c'est un lien avec le débat sur le mariage pour tous, parce que les élus des Yvelines, à droite, ont des positions très tranchées, à part vous, Valérie Pécresse, même si vous êtes allé manifester contre ce projet. Et vous avez été très clair tout à l'heure en nous disant « Je suis une républicaine, pour moi, la loi, c'est la loi, il n'est pas possible que des maires ne l'appliquent pas. » Mais dans votre camp, il y a quelqu'un comme Christine Boutin, figure des Yvelines, qui nous a expliqué qu'il y avait des lois supérieures aux lois de la République. Et il y aura des élus de droite, y compris au plus haut niveau de votre parti, qui vont aller en écharpe dimanche prochain manifester contre une loi déjà votée par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, chez certains de vos collègues, une petite tentation factieuse ces derniers temps qui pose problème quand on est républicain? Alors d'abord j'ai dit, vous l'avez rappelé, que pour moi, la République c'est la République, la loi c'est la loi, et la désobéissance civile c'est pas mes valeurs. Voilà. Donc moi je refuse et je récuserai tout appel à la désobéissance civile. Ça ne marche pas comme ça. On est dans une société qui est suffisamment fragile pour qu'elle garde des repères. Les repères c'est la loi. Et on en pense qu'on en veut. Moi j'ai voté contre. On en pense qu'on en veut, mais on l'applique. Donc ça c'est la première chose. Mais je voudrais revenir aussi sur cette question de savoir pourquoi on manifeste. Pourquoi on manifeste dimanche prochain? Pourquoi il peut y avoir encore des manifestations? C'est de la faute de François Hollande. François Hollande a laissé penser qu'après cette loi sur le mariage, il y aurait une loi sur la procréation médicalement assistée et peut-être sur d'autres techniques de procréation, une loi famille. Le calendrier est devenu quand même très flou. Comme a dit très bien Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup, et vous comprendrez que du coup, la mobilisation ne peut pas s'arrêter uniquement avec la promulgation de la loi, parce que... En plus, on apprend ce matin qu'il y aurait une remise en cause du quotient familial. On apprend par Madame Belkacem qu'il y aurait manifestation, parce qu'on a du mal à s'y retrouver. C'est quoi le thème de cette manifestation? Mais c'est pas moi qui l'organise, Madame Forest. C'est pas moi qui l'organise. Est-ce que vous allez y aller? C'est pas moi qui organise cette manifestation. J'ai dit moi-même que je considérais que les partis politiques ne devaient pas manifester en tant que tels. C'est du sociétal. Moi, je suis perplexe devant les mots d'ordre qui ont été donnés à cette manifestation et je m'interroge. Si je manifeste, ce sera pour dire non à la procréation médicalement assistée et à la GPA. Mais je ne refuserai de manifester si le mot d'ordre, c'est désobéissance civile, on refuse d'appliquer la loi. Alors justement, sur ce débat, d'abord, il y a un première portable question. qui sonne quelque part et qu'il faudrait éteindre. Est-ce que vous pouvez faire la différence? Est-ce que vous faites la différence entre, d'une part, le débat sur la procréation médicalement assistée, qui est quoi? Simplement permettre l'insémination artificielle à un couple de femmes qui va donc déjà avoir le droit d'adopter, mais dont on sait qu'elles n'adopteront jamais, puisque les listes d'adoption, on sait ce que c'est, et les couples homosexuels n'auront jamais quasiment le droit in fine d'avoir la possibilité d'adopter. Ce n'est pas vrai, il y a déjà des adoptions, et d'ailleurs quand on il y a sait déjà des enfants qui sont élevés par pour des couples hétérosexuels homoparentales. Mais il y a déjà des célibataires qui peuvent adopter, il y a désormais aussi des couples
de même sexe, en principe, qui peuvent adopter. Donc, j'aimerais vous entendre pour comprendre pourquoi ça vous choque, contrairement à l'Angleterre dont on parlait tout à l'heure, contrairement à l'Espagne, où une femme ça n'a jamais été célibataire mon modèle de société. ou un couple de femmes, moi non plus, simplement, encore une fois, j'aimerais comprendre, au nom de l'intérêt général, qu'est-ce qui choque dans le fait de permettre l'insémination artificielle à deux femmes qui veulent avoir un enfant. Je pense qu'on a malheureusement sur ces sujets pas pris le temps du débat, et que si on avait pris le temps du débat, on aurait pu mesurer toutes les conséquences des décisions qui sont à prendre. Sur la procréation médicalement assistée, nous avons une position qui est une position, j'allais dire, de longue date, qui est de dire oui à l'aide médicale à la procréation pour les stérilités médicales et non pour les stérilités sociales. Pourquoi ? Parce qu'on considère que si on va sur les stérilités sociales, ça va aller trop loin. Je vous donne une question. Je vous pose une question, Madame Fourest, pardon. Je vous pose une question. Comment est-ce que vous allez refuser, une fois que vous aurez accepté l'insémination artificielle pour les couples de femmes, comment vous allez la refuser aux femmes célibataires qui vous diront que par un accident de la vie, eh bien, elles n'ont pas trouvé l'homme de leur vie, et qu'elles n'ont pas trouvé l'homme de leur vie, mais qu'elles souhaitent désespérément et avec toute leur âme et toute leur envie avoir un enfant. Vous ne leur refuserez pas. Donc vous allez aller... S'il y a un projet derrière familial, au sens, avec des référents autour, avec un vrai projet de vie autour de cet enfant. Je vous rappelle, Madame Pécresse, que les célibataires dans ce pays peuvent déjà adopter. Voilà. Et que dans d'autres pays, effectivement, des femmes célibataires peuvent avoir recours à l'insémination artificielle. Vous êtes bien en train de me dire que derrière l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, il peut y avoir une demande reconventionnelle, on dira, des femmes célibataires qui demanderaient aussi. Non, mais c'est pour ça. Vous me répondez à un débat par un autre. Est-ce qu'on peut avoir chaque débat en son temps, parce qu'on a déjà mélangé la GPA et la PMA. Il n'y a pas de débat. Mais il n'y a pas de débat. Mais moi, je vous posais la question. Deux femmes qui veulent avoir un enfant via la procréation médicalement assistée, pourquoi leur refuser l'insémination artificielle ? Parce que vous ne mesurez pas les conséquences que cette décision aura en cascade. La conséquence, et vous venez de le dire, c'est que vous proposerez qu'on l'ouvre aussi pour les femmes célibataires. J'ajoute une deuxième conséquence. Comment vous allez dire aux couples d'hommes, messieurs, les femmes en couple, elles ont le droit, elles, d'avoir des enfants parce que là, on a l'aide à la... Mais non, mais tout est lié. Mais comment pouvez-vous Parce que la gestation pour autrui, que ce soit pour les homosexuels ou pour les hétérosexuels, a été condamnée, y compris à gauche, et c'est un autre débat. Mais c'est totalement incohérent. Vous êtes incohérent dans votre débat. Mais si les associations de défense des droits des homosexuels que j'avais rencontrées quand j'étais rapporteur de la mission famille ont toujours été très claires sur ce qu'elles souhaitent. L'égalité des droits. L'égalité des droits, ça veut dire la possibilité d'avoir des enfants biologiques. La possibilité d'avoir des enfants biologiques, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Ça veut donc dire que si vous ouvrez la PMA pour les couples de femmes, alors vous ne pourrez pas dire non juridiquement et moralement à la gestation pour autrui pour les couples de femmes. Mais bien sûr que si, c'est la question du droit à l'enfant biologique pour un couple de même sexe. C'est la même question. Et en refusant de le voir, eh bien, vous refusez d'admettre une évidence. C'est qu'on doit avoir ce débat parce que, d'ailleurs, même au niveau constitutionnel, est-ce que ce serait constitutionnel de donner un droit à des couples de femmes qu'on refuserait à des couples d'hommes, le droit à avoir un enfant biologique grâce à la médecine? On refuse déjà à des couples hétérosexuels de temps en temps de pouvoir avoir la PMA ou de temps en temps de pas l'avoir. On y revient. Non, je vous assure que votre position n'est pas cohérente. Égalité de tous les droits. Je voudrais ouvrir un nouveau front. Le gouvernement cherche des économies dans les budgets sociaux qui sont tous déficitaires, comme chacun sait. Il commence par la famille. On revient à la famille, vous voyez. Il existe aujourd'hui au sein du gouvernement deux lignes qui, vous faisiez allusion tout à l'heure, divergent. Il y en a qui disent qu'il faut toucher au quotient familial, donc à cet avantage dont disposent les ménages les plus fortunés pour payer moins d'impôts. D'autres qui disent qu'il faut toucher aux allocations familiales que touchent universellement toutes les familles qui ont 2, 3 ou plus d'enfants. Plus généralement, est-ce que vous êtes favorable à des prestations universelles, comme dans les social-démocraties scandinaves comme la Suède, où tout le monde touche la même chose, ou est-ce que vous êtes plutôt favorable à un système comme les pratiquent les grands Bretons, nos amis britanniques, qui eux ont décidé depuis Blair et même avant un ciblage précis des prestations sociales sur ceux qui sont les plus fragiles? Quelle est votre philosophie? Universalité qui correspondrait par exemple à faire des économies sur les allocations familiales, sur le quotient familial, ou au contraire ciblage, ça serait par exemple la modulation du quotient familial? Valérie Pécresse. Mais le modèle français, c'est l'universalité. Le modèle français, c'est de dire que la politique familiale n'est pas uniquement une politique sociale. Il y a beaucoup d'allocations sociales dans la politique familiale, mais il y a aussi un principe de l'universalité des allocations qui permet à chaque couple, quand il a des enfants, et par rapport aux couples qui ont le même niveau de vie, de ne pas changer ce niveau de vie, ou en tout cas de corriger le coût, le surcoût qui est lié à l'arrivée de l'enfant. À la marge, je peux en témoigner. Oui, à la marge, mais c'est un principe
c'est un principe de la politique familiale fondateur. Donc moi, je suis qu'est-ce que vous pour couperiez, l'universalité. alors ? Mais attendez, je suis pour l'universalité. Maintenant, je vois bien que on est dans une période de disette, il manque de l'argent, donc il faut demander à ceux qui ont plus de cotiser davantage. Et donc, ça ne me choque pas l'idée qu'on puisse avoir une dégressivité des allocations avec le revenu. Mon seul souci... Et le quotient familial ? Mon seul souci aujourd'hui, c'est les classes moyennes. Parce que ce qui va se passer, ça ne touchera pas les plus riches. Les plus riches, ils n'ont pas besoin des allocations familiales pour vivre. Le problème, et c'est les personnes que j'ai le plus rencontrées quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, c'est les familles nombreuses, avec 2-3 enfants rapprochés, pour qui on va changer les règles du jeu en cours de route. Ils ont mis au monde ces enfants il y a 20 ans. Aujourd'hui, on va leur dire, eh bien, il faut payer et c'est très cher. Alors moi, je dis, il faut faire attention. À combien est-ce qu'on estime qu'il faut mettre la dégressivité ? Pour moi, ça ne peut être qu'à un plafond assez haut de revenus. Et vous me parliez de l'Île-de-France tout à l'heure. C'est évident qu'il y a aussi un tabou qu'on ne veut pas casser. C'est qu'en réalité, le niveau de revenus est lié aussi au coût de la vie dans certaines régions. Et qu'avec 4 000 € pour un couple en Île-de-France, on n'est pas riche. Alors qu'effectivement, peut-être, dans un petit village de province, on peut être parmi les notables. Et ça, c'est un tabou qu'on refuse de briser et qui pose question dans ce domaine. Il nous reste 3 minutes pour terminer cette émission. 3 minutes, peut-être que c'est le pari du jour. Il faudrait que vous arriviez à faire parler Frédéric Bettezo, Valérie Pécresse de Jean-François Copé. Son nom n'a jamais été prononcé. Oui, Nicolas Sarkozy, pas beaucoup plus. Et François Fillon, encore moins. On a fait une performance depuis une heure qu'on parle. On n'en avait pas parlé. On parle des idées. Absolument, mais il faut parler des hommes parfois. Alors, oui, mais vous savez, les Français ont peut-être plus envie qu'on leur parle des solutions que des problèmes internes aux partis politiques. Bon, allez, ou tout de même. Des ambitions des uns et des autres. Pendant 3 minutes, on va infliger aux Français de parler de François Fillon, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy. L'entourage de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire lui-même en réalité, confie au Figaro qu'il a félicité Jean-François Copé pour la défense du bilan du quinquennat. Et il fait dire dans Le Parisien que François Fillon est un, je cite, loser. Est-ce qu'il y a un axe Copé-Sarkozy contre François Fillon que vous avez soutenu pendant cette primaire et qu'on a vu quand même s'émanciper à l'occasion notamment d'un documentaire de Franz-Olivier Gisbert il y a 2 semaines sur France 3. Valérie Pécresse. Mais je crois que tout ça, c'est un mauvais procès. Je veux dire, François Fillon ne peut pas s'exonérer du bilan de Nicolas Sarkozy, puisque c'est son bilan aussi. Donc il n'y aura pas de meilleur défenseur du bilan du dernier quinquennat que François Fillon. C'est une évidence. Et tous ceux qui essayent de mettre des coins, le font pour des raisons qui leur appartiennent. Mais objectivement, je pense qu'il y aura... Il ne s'exonère pas non plus de l'inventaire. Mais... si on veut progresser pour 2017, on ne gagnera pas 2017 avec les idées de 2012. D'ailleurs, entre parenthèses, en 2012, elles ne nous ont pas fait gagner. Donc, vous n'aviez pas d'idée en 2012 ? Pardon ? Vous n'aviez pas d'idée en 2012 ? On en avait certaines, mais vous savez, quand on est sortant, c'est toujours très difficile d'incarner une forme de changement. Et on l'a vécu douloureusement. À la rupture, quand même. Pardon ? Dans la rupture de 2012, de 2007, pardon, la rupture, c'était... En 2012, on n'incarnait pas la rupture vraiment. Avec la rupture, la victoire de Sarkozy, c'était de se présenter comme incarnant la rupture alors qu'il était ministre sortant, quand même. Donc c'est possible. Oui. Quand on est ministre, quand on est président de la République, ça devient plus difficile. Mais cela dit, je partage votre opinion. Je pense qu'à chaque élection, il faut se renouveler profondément et que peut-être en 2012, nous n'avions pas suffisamment renouvelé le logiciel parce que nous étions au pouvoir, tout simplement. Et puis peut-être aussi parce que, et je le crois fondamentalement, il y avait un certain nombre de choses qui étaient difficiles à dire aux Français et qui nécessitent de la pédagogie. Et je viendrai, sur le rôle des quadragénaires aujourd'hui dans l'opposition. Quel rôle pouvons-nous jouer ? Eh bien, le rôle que nous devons jouer, et c'est de l'intérêt général, et c'est notre devoir, c'est d'aller sur les idées de réforme, c'est d'aller sur les idées neuves. Moi, j'ai constitué un groupe de réflexion qui s'appelle le Labo des idées. On a fait des propositions pour baisser les dépenses. On a fait des propositions pour réformer la formation professionnelle. Ces propositions, elles sont très iconoclastes. Moi, je propose sur la formation professionnelle qu'on arrête de faire collecter la formation professionnelle par des organismes qui ont des frais de gestion de 8-10%. 32 milliards par an environ. Il y a 32 milliards d'euros par an qui sont donnés à la formation professionnelle. Il y a 3 200 000 chômeurs. Cherchez l'erreur. Et il y a 10% de cette formation qui va aux chômeurs. Bon, en partie, la moitié, c'est les régions socialistes qui la gèrent. L'autre moitié, c'est les partenaires sociaux. Je vous le dis, il faut changer de modèle. Il faut évaluer. On a parlé de l'université. Évaluer toutes les formations professionnelles. Et qui pour porter mieux ces idées ? Qui pour porter le mieux ce changement de modèle ? On verra. Valérie Pécresse ? Écoutez, moi, j'apporte mes idées et je vais les apporter. Pour qui ? Qui ? Il faut arrêter de se focaliser sur la présidentielle. Quand on se focalise sur la présidentielle, on se stérilise.
Et j'allais dire, on s'émascule, si vous me permettez ce terme un peu viril. Les deux à la fois, oui. Mais oui, il reste plus grand-chose. Non, mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, on veut plaire. Donc arrêtons de vouloir plaire. Allons sur les vraies solutions aux problèmes de la France. Il y en a. L'Allemagne était l'homme malade de l'Europe il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a 5% de chômeurs en Allemagne. Tout n'est pas parfait en Allemagne. C'est pas mon modèle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut redresser un pays. La Suède l'a fait. Elle était en faillite dans les années 90. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc il y a des solutions. Alors c'est vrai, les Français n'aiment pas trop qu'on leur parle des grands équilibres financiers. Ils n'aiment pas trop qu'on leur parle ingénierie de la réforme. Et bien avec moi, ils vont en manger. Je suis désolée parce que c'est aujourd'hui ce qu'il faut à la France.